Après l'énorme déception que fut la conférence Nintendo, qui a eu lieu la matinée précédant l'ouverture du salon, nous nous sommes rendus le jour même sur l'énorme stand de l'éditeur, histoire de se calmer un peu, gamepad en main, voire d'en briser un en jetant un regard de défi aux malheureuses hôtesses qui n'y étaient pour rien. Comme l'année passée, le stand Nintendo était divisé en deux parties, l'une ouverte à tous, avec des bornes permettant d'essayer les titres du constructeur, mais aussi des éditeurs tiers, et une autre fermée, réservée à la presse, où l'on pouvait jouer plus tranquillement sans avoir à faire la queue pendant 40 minutes. On a donc pu essayer longuement les 5 minigames jouables de Nintendo Land, ainsi que Pikmin 3. Mais avant d'attaquer sur les jeux, nous allons revenir sur cette conférence de triste mémoire, où ni le prix, ni les spécificités techniques, ni la date de sortie, ni le line-up de lancement de la Wii U n'ont été annoncés. Une conférence rigide, maladroite, sans surprise, où seuls 2 jeux Nintendo ont été confirmés, Pikmin 3 ainsi que New Super Mario Bros. U, et un seul jeu a été dévoilé, Nintendo Land, une compile de minigames qui devrait être logiquement fournie avec la console comme l'avait été Wii Sports. Nous avons donc demandé à Ludovic Amouroux, qui travaille maintenant depuis plusieurs années chez Nintendo France et que quelques-uns d'entre vous connaissent comme étant le distributeur de cartes à Dragon Quest IX sur les DS in Paris, de nous expliquer ce qui s'est passé sur la conférence Nintendo. Alors, il faut comprendre la philosophie qui se cache derrière cette conférence-là, c'est que on n'a pas voulu parler exclusivement, uniquement aux joueurs, aux gros joueurs HD qui attendaient vraiment une grosse annonce, peut-être une nouvelle licence ou un gros jeu sur notre console. Ce qu'on a voulu faire, c'était parler au plus grand nombre, avoir un vrai discours universel. Parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière que les premières annonces sur la Wii U et sur ce gamepad Wii U, tout le monde avait compris, ou plus ou moins la plupart des gens avaient compris que c'était une tablette. Donc on s'est dit, mon problème de communication, il faut qu'on revoie un peu notre copie. C'est pour ça que cette année, la communication chez Nintendo s'est séparée en deux. Il y a eu un Nintendo Direct qui a vraiment évoqué de façon précise, où Monsieur Iwata nous a pris par la main en disant regardez ce que c'est que le gamepad Wii U. Il y a une philosophie qui était au-dessus de sa tête, qui a fait, je pense, sourire beaucoup de personnes. Mais c'était vraiment quelque chose où on s'est dit il faut qu'on ait un step by step, un pas à pas pour expliquer ce que c'est vraiment que Wii U. Cette conférence était donc destinée au très grand public qui n'avait pas encore bien compris ce qu'était réellement la Wii U. Et la même approche a été employée par les développeurs qui ont présenté leurs jeux et qui ont ostensiblement mis de côté à la fois les performances graphiques et techniques de leur production. Les développeurs se sont dit on va pas faire des jeux sur lesquels on va focaliser l'attention sur la performance graphique parce que finalement on aurait parlé que de ça. C'est bien, pas bien, c'est moins beau, c'est plus beau, on n'en finissait plus. Donc les développeurs se sont dit on va plutôt parler du gameplay. On va prendre des grosses icônes de chez Nintendo, Mario, on va prendre des univers qui sont connus par les joueurs, Nintendo Land, et on va leur expliquer ce que c'est que l'utilisation du gamepad Wii U. Ça c'était la première partie de la conférence. La deuxième partie, pour quand même avoir un discours cohérent et qui reflète la réalité de la puissance de la machine, on a fait intervenir les éditeurs tiers, qui là pour le coup ont travaillé sur des portages, sur lesquels ils ont rajouté une couche qui utilise donc le gamepad Wii U. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vu le temps réduit qu'ils avaient pour faire ces portages-là, ils s'en sont sortis vraiment, et je trouve, très très bien. On voit quand même sur le stand, quand on voit Batman, quand on voit Assassin 3, quand on voit Ninja Gaiden 3, franchement on n'a pas à être jaloux de ce qui était sorti sur les consoles concurrentes. Pas mal de jeux d'éditeurs tiers étaient en effet jouables sur le stand Nintendo, comme Zombie U et Assassin's Creed 3, dont nous parlerons dans le prochain classé 18+, mais aussi Batman Arkham City Armored Edition, abordé dans le compte-rendu E3 du stand Warner, ainsi que Just Dance 4 et Rayman Legends, sur lesquels nous avons diffusé une interview dans le sujet Ubisoft. On pouvait aussi jouer au magnifique Trine 2 Director's Cut, une version remaniée du jeu de plateforme puzzle sorti fin 2011 sur PC et XBLA et en début d'année sur PS3. Cette version spéciale Wii U utilisera l'écran tactile du gamepad tout en proposant plus de niveaux, ainsi qu'un nouveau mode partie, baptisé Magic Mayhem. Il est drôle de constater que sur Wii U, les jeux les plus surprenants en termes de gameplay provenaient en grande partie des éditeurs tiers. Project P100, développé par les talentueuses équipes de Platinum Games, faisait partie de ces excellentes surprises. Jouable sur le stand, le jeu vous propose d'incarner non pas un super-héros, mais tout un collectif de super-héros, qui unissent leurs forces pour repousser une attaque alien massive sur la Terre et sauver un maximum de civils. A première vue, on serait tenté de dire que le jeu se rapproche d'un Pikmin, mais Platinum fait en règle générale les choses bien, et de manière originale surtout. On guide donc son collectif de super-héros et on exécute des mouvements pour la plupart impressionnants, en transformant par exemple les personnages en épées massives ou en gros blobs, afin de repousser une attaque ennemie. Pour le moment, on sait que le gamepad servira à dessiner des symboles pour déclencher des mouvements spéciaux, ou encore à voir ce qu'il se passe à l'intérieur d'un building lorsqu'on entre dedans.
Le jeu comportera également une dimension multijoueur. Reste à savoir s'il s'agira de coop ou de versus ou même des deux. Visuellement, Project P100 impressionne, avec de l'explosion dans tous les sens, boss gigantesques et un style graphique vraiment sexy. On espère simplement que le titre de Platinum Games sera présent au lancement de la Wii U, histoire d'avoir quelque chose de définitivement sympathique à se mettre entre les mains dès les premiers jours. L'une des annonces ayant recueilli le plus d'applaudissements lors de la conférence Nintendo était celle... Attendu et confirmé sur cette E3, New Super Mario Bros. U sera l'un des titres de lancement de la Wii U. En gros, il reprend certains des éléments du prototype présenté l'année passée, où l'on pouvait jouer à New Super Mario Bros. Wii avec son Mii. En plus de Mario, Luigi et Toad, ce titre 2,5D intégrera ainsi les avatars du constructeur, une grande première dans un jeu de plateforme Mario. Il reprend également la feature du jeu Wii, à savoir la possibilité de jouer en coop à 4 en local, tout en ajoutant la possibilité de chevaucher des Yoshi. Un peu à l'image de Rayman Legends, qui risque de méchamment concurrencer ce Mario sur son propre terrain, un 5e joueur pourra également se greffer à la partie via le mode boost. Ce joueur utilisera le gamepad et son écran tactile pour aider le ou les autres joueurs focalisés eux sur la télé, en interagissant avec des éléments du décor. Il pourra par exemple poser des plateformes ou étourdir certains ennemis. Ce 5e joueur servira aussi dans le cadre de speedrun à plusieurs. Connecté au Miiverse, le réseau social de la Wii U, New Super Mario Bros. U accueillera aussi les exploits et les commentaires de vos amis connectés, ce qui assure d'Erechef au jeu une rejouabilité importante via l'apparition des défis dynamiques, issus de la communauté et non des développeurs. Reste que ce titre laissait une impression mitigée, à cause de sa volonté d'accessibilité exacerbée et le fait que le 5e joueur du mode boost ait tout l'air de se retrouver limite au rôle ingrat de super guide. Cette même idée, d'un 5e joueur extérieur à la partie, nous a semblé mieux intégrée et mieux gérée dans Rayman Legends. Mais revenons sur The annonce de cette E3 pour Nintendo, Nintendo Land. 5 minigames étaient en effet présentés en version jouable sur le salon et tous proposaient des gameplays radicalement différents, exploitant le gamepad de manière unique. Chaque minigame est également thématisé et reprend l'esthétique d'une licence Nintendo, à grand renfort de clin d'œil. A commencer par The Legend of Zelda Quest, un style de beat'em all sur rail se déroulant comme son nom l'indique dans l'univers de Zelda. Jouable à 3, vous incarnez ici des Mii déguisés en Link. Alors que 2 se battent à l'épée, à base de mouvements de Wiimote dans tous les sens, le détenteur du gamepad lui bourrine à l'arc derrière. En fonction des ennemis, les combats au corps à corps vous invitent à trancher dans un certain sens, à la manière d'un Skyward Sword, alors que le détenteur du gamepad visera des spots précis grâce à son contrôleur et rechargera son carquois en visant vers le bas. Une expérience marrante pendant 5 minutes qui a au moins le mérite de laisser entrevoir de bonnes opportunités de gameplay pour des futures productions. Dans un style tout aussi divertissant, on trouve Takamaru's Ninja Castle, un mini-jeu qui lui aussi se déroule dans un univers déjà utilisé dans un titre Nintendo, en l'occurrence Nazo no Muramase Joe sur Famicom. Ici, on cherche à épingler des ninjas à l'aide de shuriken en tenant son gamepad à l'horizontale. L'occasion de ressentir de manière un peu plus concrète les feelings d'un Joe Musashi pendant les bonus stages. Donkey Kong's Crash Course, quant à lui, est un pur jeu d'adresse exploitant le gyroscope du gamepad. L'idée étant de faire descendre un petit kart ultra fragile, se brisant au moindre choc, dans un énorme niveau de Donkey Kong version arcade. Ici, le joueur solo doit regarder l'écran du gamepad, les autres personnes éventuellement présentes pouvant lui donner des conseils ou lui mettre la pression en regardant la télé, qui affiche le niveau dans son ensemble. Simple, addictif et ultra précis. Luigi's Ghost Mansion, lui, se jouait à 5. 4 joueurs armés de lampes torches évoluent sur la télé, tandis qu'un 5e joue un fantôme qu'il contrôle via le gamepad. Invisible aux autres joueurs, le fantôme voit tout et doit tenter d'attraper par surprise ses victimes pour les faire tomber dans les pommes. À ce moment-là, les autres joueurs peuvent tenter de le réveiller, en prenant le risque de se faire attraper à leur tour. Ils disposent quant à eux d'une arme, leur lampe torche, qui permet de révéler le fantôme et de lui faire perdre des points de vie. Bien entendu, les lampes torches possèdent une batterie limitée, ce qui complique les choses. Autre détail important, les Wiimotes des 4 joueurs humains vibrent de plus en plus fort à l'approche du fantôme, ce qui les oblige à communiquer sans cesse, ce qui rend les parties aussi épiques que bruyantes. Enfin, le dernier jeu présenté était Animal Crossing Sweet Day, où 4 joueurs tentent de récupérer un total de 50 fruits, tandis que le 5e, gamepad en main, tente de les stopper en les attrapant à l'aide de 2 personnages contrôlés grâce aux 2 sticks du périphérique. Ce minigame était visiblement l'un des préférés de Ludovic, à qui nous allons maintenant redonner la parole. Ça se bastonne entre Animal Crossing et Luigi's Mansion. Pourquoi ? Parce que je trouve que ces 2 mini-jeux-là peuvent être extrêmement stratégiques. C'est qu'il y a une première approche qui est très accessible, très sympathique, mais il y a vraiment des combinaisons à voir. Par exemple sur Animal Crossing, j'en parlais hier avec quelqu'un de Nintendo of Europe qui me disait ouais, j'ai prévu des stratégies. On était donc les quatre animaux et on a donc un 5e joueur qui n'utilise pas le télécommande Wii mais le gamepad Wii U qui utilise avec les sticks les 2 gardiens. Et donc les gardiens doivent courir après les petits animaux pardon. Elle me disait moi j'ai une technique. Avec les 4 petits animaux, on faisait le tour de la map de cette façon-là et on débloquait tous les fruits. C'est-à-dire qu'il y a des parties dans les niveaux où il y a des espèces de petits interrupteurs. Il y en a 1, 2, 3,
ou 4, et donc on doit se mettre dessus et libérer les fruits. Il libérait tous les fruits et refaisait un tour pour récupérer les fruits et donc avoir le quota suffisant pour gagner la partie. Là je me suis dit, ah ouais, c'est pas bête. Mais si l'apparition de stratégie est une bonne chose en soi, on espère simplement que la profondeur de jeu sera suffisante pour les contrer, ce qui devrait être le cas, ces minigames ayant été peaufinés à l'extrême de manière à illustrer le potentiel de la Wii U, et en particulier son gamepad. On espère donc pouvoir jouer à certains jeux de Nintendo Land aussi longtemps que l'on a pu jouer auparavant au bowling ou au golf de Wii Sports. La question de la profondeur de jeu et de sa dimension stratégique en revanche ne se pose pas pour Pikmin 3. Après 8 longues années d'absence, la sortie de Pikmin 2 sur GameCube remontant à 2004, le Captain Olimar est de retour, ou presque. Miyamoto a en effet annoncé lors de la conférence que ce dernier ne serait pas présent, pour une raison encore tenue secrète. Par contre, non pas un, mais 4 leaders pourront être contrôlés sur la carte, ce qui ouvre des possibilités tactiques assez faramineuses. La carte affichée sur le gamepad prend alors tout son sens. En glissant son doigt sur l'écran tactile, on peut en effet faire scroller la carte, même si on aurait préféré pouvoir se contenter d'appuyer sur un point ou un autre pour s'y rendre directement, comme dans n'importe quel jeu de stratégie PC jouable à la souris en fait. Si Pikmin 3 est entièrement jouable à l'aide du combo Wiimote Nunchuk, on peut également utiliser le gamepad comme manette de jeu. Et c'est à l'aide du gyroscope intégré que l'on déplacera son curseur afin de diriger ses troupes de Pikmin. Il fallait clairement un petit temps d'adaptation pour s'y faire, mais ça fonctionne, même si on devait malgré tout recalibrer de temps en temps ce gyroscope. Parmi les nouveautés du jeu, on note la présence d'une nouvelle race de Pikmin, les Pikmin Rock, capables de percer les carapaces les plus solides et de faire tomber les murs de pierre. Mais ce qui frappait avant tout, c'était la finesse des animations et la beauté des graphismes HD. Si Nintendo Land ou New Super Mario Bros. U ne nous éclairait guère sur le potentiel graphique de la Wii U, ce n'est pas le cas de Pikmin 3. En haute définition, les environnements et les créatures prennent une toute autre ampleur, le jeu étant un ravissement pour les yeux. La 3DS n'était pas non plus oubliée sur le salon, avec la présentation de plusieurs titres très attendus. Quand on voit un fantôme, qui on appelle? Luigi évidemment. Après un épisode sorti sur GameCube en 2002, Luigi reprend son aspirateur à fantôme pour faire le ménage sur 3DS. Contrairement au premier épisode, cette fois, le plombier à la casquette verte aura plusieurs manoirs à explorer. Il faudra qu'il balaie de sa lampe torche l'écran pour explorer les zones sombres avant d'immobiliser les spectres avec son nouveau rayon stroboscopique. Dans Paper Mario Sticker Star, Mario et Kirsty, la fée des stickers, partent à la recherche des stickers magiques royaux volés par Bowser et sa clique. Quelle drôle d'idée tout de même, Paper Mario version stickers. Ces derniers seront partout dans le jeu et visiblement incorporés à tous les aspects du gameplay. Ce sont des items à collecter, des armes, mais aussi des pouvoirs, comme celui de déplier le monde 2D de Mario, ce qui lui permettra de découvrir de nouvelles façons d'avancer ainsi que des zones secrètes. Qu'ils soient décollés des murs, faits main ou achetés dans des boutiques, ces curieux stickers seront la nouvelle feature de ce Paper Mario, attendu depuis longtemps sur 3DS. Nintendo a misé aussi sur son célèbre plombier moustachu. Après un épisode en 3D, celui-ci revient au gameplay 2D, dans la droite lignée de New Super Mario Bros sur DS. Dans New Super Mario Bros 2, l'accent a visiblement été mis sur la récolte des pièces, qui pullulent à l'écran. L'utilisation d'une fleur d'or semble aussi avoir l'effet d'une étoile d'invincibilité, et celle-ci transformerait tout ce qui se trouve sur son passage en or. On notera aussi le retour du costume de Tanuki pour explorer les hauteurs des niveaux. Enfin, le jeu sera jouable en multijoueur local pour 2 joueurs possédant chacun leur cartouche. Ce qui est intéressant avec ces sorties-là, c'est qu'il est prévu, bien sûr, dans nos magasins préférés, mais aussi en version digitale. Donc on pourra télécharger, bien sûr, avec un prix qui sera affiché, le jeu sur sa console directement. C'est vraiment la première étape de l'entrée Nintendo dans le digital. New Super Mario Bros 2 est prévu le 17 août chez nous. Pour conclure ce petit tour du stand Nintendo, nous allons cuisiner Ludovic sur l'une des fonctionnalités non développées de la prochaine Wii U lors de la conférence Nintendo. Alors pourquoi est-ce que lors de la conférence on n'a pas parlé du NFC Reader? Tout simplement parce qu'il y avait tellement d'informations à donner et surtout des informations claires sur le gamepad de Wii U, c'est qu'on n'avait pas encore rajouté une autre couche. Alors déjà, il y a des gens qui ont compris que c'était une tablette l'année dernière, donc on va pas encore leur dire qu'on va vendre plein d'objets différents et variés sur ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que le NFC Reader? C'est tout simplement une technologie qui permet d'envoyer de l'information et de recevoir de l'information avec un objet à part. Donc, par exemple, le trailer leaké de Rayman, on peut peut-être envisager ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment de l'échange d'informations avec un objet. Donc je vous laisse imaginer les choses incroyables qu'on peut monter avec de grosses licences qui représentent des petits monstres. Vous avez compris comme moi, non? Ils parlent des Pokémon, non? J'en connais qui vont être contents à la rédac. Allez, on se retrouve la prochaine fois sur le stand Sony.